La capsule de ce soir est un peu spéciale puisque je vais essayer de vous parler de moi pour que peut-être vous ayez plus de plaisir à suivre cette aventure dans laquelle je me lance, cette aventure d'un média, d'un blog dans lequel le plus souvent possible j'échangerai, pas forcément j'échangerai puisqu'en fait je lis vos commentaires et sur Twitter j'interagis avec beaucoup d'entre vous. Mais en tout cas, c'est un format dans lequel je vous dirai mon point de vue sur un angle que j'essaierai à chaque fois de rendre un peu original sur les grandes questions de l'actualité française, de l'actualité internationale, et de montrer à quel point de plus en plus tout est lié, tout est intriqué, tout est un espèce d'imbroglio le plus compliqué possible à comprendre, et tout ça finalement c'est assez important, ça fait partie de l'histoire dans laquelle on est et finalement l'histoire du monde contemporain. Mais bon, ce soir c'est pas une capsule géopolitique, politique, économique, artistique que je vais faire. Je vais simplement vous parler de moi. Alors j'ai pris un certain nombre de notes vers lesquelles je retournerai de temps en temps, mais je vais essayer de parler de façon libre, pour que la communication soit plus directe, plus sincère, plus dans une forme d'improvisation que par ailleurs j'aime beaucoup. Donc mon enfance, c'était il y a plus de 50 ans, 53 ans. Et je suis né dans un village, dans une forêt, en banlieue parisienne, deuxième d'une famille de 4 enfants, entouré d'une famille unie, et avec beaucoup d'amis en fait, qui vivaient dans cette partie de la banlieue parisienne, avec lesquels on se retrouvait tous les jours pour aller courir dans les bois voisins, regarder les chevaux et véritablement s'amuser. Donc, dans des bacs à sable, faire du vélo, être véritablement des aventuriers. Et ce qui m'a amené un peu plus tard à être scout, puis à faire un véritable service national et à me lancer dans l'aventure du pétrole parce que j'avais envie de barouder partout dans le monde. Donc, beaucoup de protection, également beaucoup de culture dans ma famille. Et également un goût de l'effort, un espèce de sens très fort que la compétition c'est important, mais qu'il faut également avoir beaucoup de curiosité. C'est pas parce que pour avoir une bonne note, il faut bien réciter sa leçon, que le contenu de la leçon correspond à la réalité. Donc on était véritablement éduqués, un peu comme Rabelais, faire de son miel ce qu'on comprend, sans cesse mettre en question ce qu'on ne comprend pas et avancer comme ça. Et tous les enfants, les 4, on était pareil. On a eu la chance de pouvoir beaucoup voyager. On avait différentes approches de la religion dans la famille, selon les branches de la famille, mais beaucoup de liberté dans ce domaine-là. Et moi, j'ai eu un parcours chrétien catholique complet, puisque j'ai même été enfant de chœur, scout d'Europe, et je me suis marié à l'église. Par ailleurs, j'avais toujours une grande curiosité pour toutes les religions, toutes les grandes religions, mais également tout ce qu'on appelait des sectes, etc. J'étais fasciné par tout ce qui se passait jeune. Mais à ce moment-là, je n'imaginais pas du tout les enjeux qui pouvaient aller et qui allaient aller avec les religions au fil des années entre mon enfance et maintenant. Pour moi, c'était quelque chose dans les livres et c'était quelque chose lié à la foi, mais pas du tout quelque chose qui allait s'entremêler avec le politique, avec l'économie, éventuellement même avec le militaire, comme ça l'est devenu aujourd'hui. Et on en parlera souvent, je pense, dans les différentes capsules. Donc, pendant mon adolescence et mes études, je découvre que
essentiellement au moment de l'élection de François Mitterrand, qu'à l'échelle d'une famille, la politique peut considérablement diviser. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous qui regardez avaient vécu cette élection, mais c'est une élection qui a été comme un espèce de séisme en France et également au sein des familles, puisqu'il y avait une terreur, entre guillemets, du retour du socialisme au pouvoir et qu'est-ce que ça allait faire. Finalement, beaucoup de promesses déçues, comme toujours, hein. Les promesses engagent ceux qui y croient, pas forcément ceux qui les disent, et finalement une continuation, comme depuis les années 70, d'une détérioration de la situation de la France. Ça, j'allais le comprendre plus tard, hein, mais j'avais la chance d'être dans une famille aisée, des deux côtés, et ce qui m'a permis de faire de longues études sans véritablement me poser de questions particulières sur la difficulté que ça pouvait être de vivre et de gagner de l'argent pour avoir une forme de confort. J'ai fait des études brillantes puisque j'ai un bac C mention très bien, puis j'étais à Louis-le-Grand en maths sup, maths spé. Ensuite, j'étais diplômé ingénieur civil des mines. Ensuite, j'étais à l'Institut français du pétrole, où j'ai un diplôme de géophysicien. Puis, de l'Institut français du pétrole, étonnamment, j'ai eu l'idée avec un copain d'études de passer le concours de Sciences Po, donc pour rentrer en deuxième année, puisque à l'époque, Sciences Po... le concours, c'était rentré en deuxième année, et j'ai eu le concours, donc je suis rentré en écophie, et j'ai été diplômé de Sciences Po pendant Sciences Po. D'ailleurs, j'ai également fait mon service national, où j'étais aspirant, donc aide de camp d'un général de corps d'armée, l'inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de terre, et c'était assez intéressant puisque à l'époque, donc on est sous Chirac, et la France décide d'arrêter d'avoir une armée de conscrits, de passer à une armée professionnelle. Et il y a tout un travail qui est fait dans le cadre de l'OTAN pour intégrer, disons, des réserves professionnalisées, ce qui s'appelait des réserves sélectionnées, à l'intérieur de l'OTAN. Et dans cette même période, on travaillait également avec d'autres pays, Pologne, Roumanie, etc. Donc vous voyez, ça remonte très très loin, l'intégration de la France dans l'OTAN, bien avant, comme beaucoup le croient, les années Sarkozy. En fait, tout ça, ça a été engagé sous Chirac. Comme j'avais beaucoup d'hésitations sur ma carrière, j'ai fait des longues études. Et pendant ces études, j'ai eu la chance de beaucoup lire et de rencontrer pas mal de monde. Et dans les lectures importantes, et on y reviendra, c'est par rapport à mon profil sur Twitter, 55 belles chasses, et c'est très lié à un livre que j'avais lu, une biographie de Kahnweiler, le marchand d'art, et qui m'avait fasciné. J'avais trouvé que le rôle de marchand d'art, de découvreur d'artistes, de développeur d'artistes, c'était un rôle important parce que pour moi, les artistes étaient des médias formidables, hein, puisqu'ils étaient capables de dire des choses extrêmement importantes dans une image, dans une sculpture, de faire passer des émotions. Évidemment, il y avait les musiciens, etc., mais je trouvais que l'aventure du marché de l'art, du marché de l'art contemporain était beaucoup plus fascinante parce qu'il y avait les galeries, il y avait les musées, il y avait les expositions, il y avait toute cette vie culturelle, hein, c'était où tous les intellectuels se retrouvaient et discutaient, et j'avais le rêve de faire ça. Et d'ailleurs, à chaque fois que je passais des entretiens dans ma vie, quand on me demandait ce que je pensais faire quelques années plus tard, je répondais toujours, je ne sais pas vraiment, mais ce que je sais, c'est qu'un jour, j'aurai une galerie d'art. Et ce que je voulais dire, c'est qu'un jour, je serai au cœur d'un des médias qui me paraissaient les plus importants. Sauf qu'en fait, la biographie de Kahnweiler, elle parlait d'une période qui précédait les années 60, et c'est-à-dire une époque où les Américains, qui supportaient plus que la place de Paris, qui était la principale place de l'art contemporain mondial,
mettent en avant des artistes communistes, hein, et des artistes qui étaient capables de faire des tableaux qui présentaient, comme le fameux Picasso, très peu connu, mais qui était extrêmement important pour lui, la guerre de Corée. Je vous invite à aller sur Google et faire Picasso guerre de Corée, qui est un tableau inspiré d'un autre tableau de Goya, et qui en un tableau avait montré l'horreur de cette guerre. Guerre dans laquelle les Américains ont quand même tué le tiers de la population de Corée. Donc quand certains ont du mal à comprendre pourquoi la Corée du Nord est ce qu'elle est, et pourquoi la Corée du Sud d'ailleurs est également ce qu'elle est, avec la relation des enfants au travail ou à l'isolement, etc., eh ben, il faut se rappeler que dans toutes les familles coréennes, il y a des morts. Bon, évidemment, on verra souvent, mais le parcours des Américains a été quand même parsemé de moments extrêmement cruels pour les peuples qu'ils ont croisés. Donc, à commencer par les natifs américains des plaines qui ont quasiment tous disparu. J'évoque ça, un autre livre qui m'avait fasciné. Alors, je me suis amusé à mettre quelques livres ici à côté de moi, et également une sculpture d'art primitif et d'autres objets dont peut-être je vous parlerai au fur et à mesure. Mais c'est un livre d'Anthony Sampson, The Seven Sisters. Et ça raconte un peu finalement l'histoire de la famille Rockefeller, l'histoire de l'industrie pétrolière, et comment, pour lutter contre cette espèce de monopole énorme, bien plus puissant que les États, qui était la Standard Oil Company, donc la compagnie pétrolière de la famille Rockefeller, bah, l'État américain avait créé une loi antitrust et avait obligé cette compagnie à être divisée en 7. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette division l'avait rendue encore plus puissante, puisqu'il y avait des liens capitalistiques, il y avait des liens de confraternité entre les compagnies et qui leur ont permis de se partager le monde et finalement de le contrôler d'une main de fer encore plus importante. Et le pétrole, c'était essentiel. Et donc, c'était une des raisons de ce livre qui m'avait amené à aller à l'Institut français du pétrole et à étudier là-bas. Et comme j'étais fort en maths, je m'étais mis dans une spécialité géophysique. Alors, c'est une anecdote, mais un de mes meilleurs amis à l'Institut français du pétrole s'appelle Macky Sall. Et Macky Sall est aujourd'hui le président du Sénégal. Donc, on a gardé longtemps. Alors maintenant, on a des relations beaucoup plus distendues. Mais Macky Sall est un ami proche et évidemment, il a des responsabilités qui sont énormes, mais c'était quelqu'un avec qui on passait des soirées entières à parler politique, et forcément il était intéressé par mon point de vue, parce que j'étais à ce moment-là président du bureau des élèves, et on avait créé quelque chose qui s'appelait les Pétrofolies avec des compagnies, c'était des espèces de Jeux Olympiques, donc il aimait mon côté entreprenant et politique, et le fait que j'avais entre guillemets, un avis sur tout. Donc ça lui paraissait assez fascinant. Et lui était très politique. À ce moment-là, je me rappelle, c'est une anecdote, mais il avait gagné au tirage au sort une carte verte. Donc il aurait pu partir aux États-Unis avec sa famille et y faire une carrière, puisqu'il était directeur de l'exploration de Pétro-Sénégal. Et finalement, il a décidé de retourner dans son pays, de se lancer dans la politique. Et je vous rappelle, à titre anecdotique, il y a beaucoup de pétrole au Sénégal, de plus en plus de découvertes. Donc parmi les spécificités de mon parcours, je reviens dessus, j'avais été pendant quelques années scout d'Europe, puis j'étais devenu chef de patrouille première classe pour ceux qui connaissent, ensuite service national comme aspirant, j'étais cadre spécial, donc officier d'état-major, et parmi les personnes aussi que j'ai croisées, je me suis fait pas mal d'amis, mais j'avais Christophe Béchu, donc le ministre, on était ensemble, puisqu'en fait, cadre spécial, c'était des futurs officiers de réserve de l'armée française qui étaient sélectionnés parmi les étudiants de grandes écoles. Donc on passait un certain nombre d'entretiens et on était préaffectés. Donc moi, j'avais été préaffecté dans un premier temps auprès du gouverneur militaire de Paris, donc pour être adjoint à communication et recrutement, donc au niveau des Invalides, qui était un poste extrêmement prestigieux. Mais comme je voulais faire Sciences Po en même temps et que ce n'était pas compatible, puisqu'il y avait sans cesse des activités pendant la semaine, puisque c'était la personnalité qui accueillait
les personnalités royales. On avait accueilli d'ailleurs au début de mon service l'empereur du Japon, que j'avais vu à quelques centimètres. Eh bien, j'avais demandé une réaffectation, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on m'avait affecté à l'inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de terre, qui avait comme grand avantage que l'essentiel des activités, comme on peut l'imaginer pour des activités de réserve, avait lieu les week-ends, et sinon c'était des semaines où on partait à Bruxelles ou autre. Donc il m'arrivait parfois de rater pas mal de cours à Sciences Po, mais ça ne m'a pas empêché de finir ma scolarité et d'avoir le diplôme. Donc vous verrez toute ma vie, toute ma carrière, pour un peu, j'aime bien parfois, les gens qui me connaissent bien me disent, tu es un peu comme Forrest Gump en fait, toute ta vie tu as croisé, entre guillemets, dans des circonstances assez exceptionnelles ou pas, toutes les personnes importantes et avec qui j'ai créé des liens, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors, je vais essayer de suivre mes notes pour pas trop m'en écarter. Donc, en préparant un peu ce que j'allais vous raconter, évidemment, j'ai décidé de ne pas du tout parler de ma vie sentimentale, amoureuse ou maritale, même si j'ai évoqué le fait que je m'étais marié à l'église. C'est pourtant extrêmement important dans ma vie et c'est la clé d'énormément de mes choix de vie parmi les plus importants et les plus profonds. Mais je me contenterai de dire une chose, hein, c'est que je suis extrêmement fier de mes enfants et que je les aime. Donc ça c'est pour moi le plus important. Et que je ne regrette absolument aucun épisode de ma vie, en tout cas aujourd'hui, et je ne voudrais pas vivre une autre vie, c'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu, les magnifiques aventures, moins belles, etc., je trouve que j'ai une chance infinie, et donc c'est, voilà, pour moi tout est parfait. Voilà, et la famille est extrêmement importante, comme je vous disais tout à l'heure. On est 4 frères et sœurs, et on a la chance d'avoir nos 2 parents vivants. On a également la chance d'avoir connu tous nos grands-parents, et beaucoup d'oncles, tantes, cousins, cousines, d'avoir vu certains drames, des morts difficiles, des soucis, des douleurs, etc. Et on était toujours très unis les uns les autres. Évidemment, les liens sont plus distendus, mais en tout cas, les liens entre nous 4 frères et sœurs et nos parents sont extrêmement forts, indépendamment des aléas de nos parcours et de nos choix. Ça nous permet plusieurs fois par an de partager des moments de famille assez intenses où on discute évidemment de nos vies. Et on discute de politique, on discute de gastronomie, on discute de nos projets, évidemment de nos enfants, de nos rêves, de nos souvenirs, enfin de tout ça, comme j'espère beaucoup d'entre vous. On a tous fait des choix extrêmement différents et de façon assez singulière. On a tous eu des parcours qui nous ont amenés à côtoyer énormément de personnes extrêmement importantes dans notre monde. Donc je ne citerai pas de nom parce que ça sert pas forcément, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes que j'ai croisées, importantes, même ceux dont les noms sont le plus entachés de polémiques, etc., sont des humains totalement normaux, même extrêmement humains. Ce sont des gens qui souvent sont intelligents, et c'est leur intelligence et peut-être leur relation, etc., qui les amène à prendre des directions ou à s'exprimer d'une certaine manière, avec une ambition, avec peut-être un certain nombre de plans, mais il n'y a pas... entre guillemets, moi en tout cas, j'ai pas croisé d'hommes verts, de reptiliens, de personnes extrêmement bizarres. En revanche,
Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que je sais tout concernant des personnes que j'ai croisées et celles que je n'ai pas croisées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses extrêmement étonnantes qui se passent dans notre monde, de plus en plus, pour avoir croisé, et ça de très près, et dans le domaine du sport, et dans le domaine de la culture, ou dans certaines sociétés secrètes, des cultes extrêmement saisissants, particulièrement inquiétants, et qui malheureusement ont une place assez centrale dans notre société, et de plus en plus centrale. Et là, j'ai mis par exemple un crucifix, une vierge. Moi, je pense que la foi est quelque chose d'extrêmement important. L'histoire également, l'art, encore une fois la cuisine, le rêve. J'ai mis la cassette de Jonathan Livingstone, le goéland, parce que je trouve que c'est une histoire magnifique, mais j'aurais pu mettre Le Petit Prince, j'aurais pu mettre beaucoup d'autres choses. Mais c'est important, enfin ça me paraissait important d'évoquer ça, et évidemment j'en reparlerai peut-être dans des entretiens qui pourraient avoir lieu ou autres, parce que ce sont des choses importantes. Donc finalement, c'est toutes ces choses que j'ai croisées, toutes ces personnes que j'ai croisées, elles m'ont fait grandir, elles m'ont appris énormément de choses. Et puis moi-même, j'ai beaucoup pris du temps pour méditer, pour m'interroger, etc. Et pour comprendre quels étaient les moules dans lesquels je me sentais à l'aise ou pas. Et en fait, pour comprendre que j'étais pas véritablement à l'aise dans aucun moule. Peut-être parce que je suis extrêmement rebelle, voire même assez indiscipliné par rapport à, en tout cas par rapport à tout ce que je comprends pas, ou par rapport à tout ce que je n'accepte pas. Et pour moi, ça c'est extrêmement important, c'est que j'ai toujours besoin d'essayer de comprendre pourquoi, de comprendre comment, de comprendre quelles peuvent être les conséquences, etc. Peut-être parce que quand on est, entre guillemets, intelligent, parfois on peut mettre son intelligence au service de causes qui nous dépassent. Et donc là, c'est anecdotiquement... on parle beaucoup de McKinsey, etc. McKinsey, c'est pas une force obscure. La plupart des gens qui sont chez McKinsey sont des gens parfaitement sains d'esprit, mais qui sont ambitieux. Et parfois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, par rapport à l'expertise, on n'appréhende pas forcément les conséquences de ce qu'on fait. On essaie de bien faire, parce qu'on a une carrière, on a des dettes, on a envie de réussir, on a une ambition, on aime bien les grosses voitures, on aime bien les belles vacances, on aime bien tout ça, mais surtout on aime bien devenir finalement le mercenaire d'une mission qu'on fait. Mais c'est pas forcément, il n'y a pas forcément c'est pas forcément des personnes qui vont produire les choses qui sont animées de mauvaises intentions. Il est évident que c'est parfaitement scandaleux quand on découvre que McKinsey, partout dans le monde, présente les mêmes feuilles, les mêmes projets, les mêmes analyses, etc. Et qu'on a même l'impression que tout ça, c'est un espèce de copier-coller des crises précédentes. Et qu'en fait, on a fait ce qu'on appelle un knowledge capture, c'est-à-dire qu'on a appris lors des crises précédentes pourquoi on n'avait pas réussi à convaincre les personnes à se faire injecter, pourquoi on n'avait pas réussi à convaincre le personnel hospitalier, les médecins à être des acteurs clés, pourquoi est-ce que les médias avaient été un peu récalcitrants, etc. Et on voit que dans la crise précédente, aucune de ces erreurs n'a été effectuée. C'est-à-dire les médias ont été extrêmement gâtés. On parle de centaines de millions, plusieurs fois des centaines de millions injectés. Et ça, c'était que les aides directes. Mais il y avait aussi les publicités. Qui écoutait la radio ou la télé sans voir en permanence des pages de publicité de l'État qui ne faisaient pas partie des aides en question. Donc on imagine d'un seul coup les primes dans les médias, les primes dans les journaux, etc. Idem pour les séances de vaccination pour les médecins
Et puis par ailleurs, les médecins, on voit que la loi a évolué et maintenant ils n'ont même plus le droit de s'exprimer là-dessus. Je fais juste une petite aparté, mais je vous rappelle que le lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris, l'architecte en charge des monuments historiques et qui s'était occupé du système de protection incendie s'était exprimé. Il avait une longue interview pour expliquer que c'était absolument impossible que ce feu ait lieu sans l'aide une aide vraiment très organisée. Ça ne pouvait pas être un simple mégot de cigarette, etc. Que c'était quelque chose d'autre. Bah, je vous rappelle que plusieurs années après, on n'a toujours pas la vérité sur cette affaire, comme sur énormément d'affaires dans le monde. Et pour bien connaître les questions de sécurité, puisqu'évidemment au Stade de France, on avait des règles extrêmement strictes dans ce domaine, je peux vous raconter que c'est à peu près comme l'assassinat d'Epstein ou sa pendaison puisque encore une fois, au cours des dernières semaines, Tucker Carlson a interviewé un des coroner qui a fait l'autopsie d'Epstein et qui certifie que les blessures qu'il a au cou ne peuvent pas être des blessures par pendaison, qui dit également que dans aucun rapport on sait si quand le corps d'Epstein a été trouvé, il était encore accroché au drap, il était par terre ou rien du tout, que évidemment les caméras ne fonctionnaient pas, que les gardiens, etc. Et ça, on pourrait le dire sur plein d'autres choses. C'est-à-dire que maintenant, on a découvert pour l'assassinat de Kennedy, on a découvert pour Nord Stream 1, Nord Stream 2, on voit tout ce qui sort avec les Twitter Files. Enfin, je m'éloigne, mais c'est important de l'évoquer, et j'y reviendrai évidemment dans plein de capsules que je ferai. Tout ça pour dire que tout ça m'intéresse de façon passionnée. Autant que j'étais passionné par les mathématiques, autant que j'étais passionné par la géophysique, par mes cours à Sciences Po, où j'avais comme prof Nicolas Tenzer, qui est un pro va-t-en-guerre contre la Russie, alors que vous savez, mes positions sont très différentes. On avait Marisol Touraine, on avait énormément d'autres professeurs, Jacques Généreux, etc. Mais c'était intéressant, d'une part, d'écouter, entre guillemets, d'ingurgiter, mais également d'avoir une vraie propre opinion. C'était difficile, mais je peux vous dire que j'avais déjà mon opinion. Je n'étais pas du tout quelqu'un qui était fort pour apprendre par cœur des choses que je ne comprenais pas et que je n'acceptais pas. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir le diplôme. Alors j'ai pas mal été aidé par le grand oral, où j'ai eu une excellente note. Donc j'ai fait beaucoup d'audits. J'étais chez Arthur Andersen, pour le citer. J'ai fait du conseil en stratégie, des fusions-acquisitions. J'étais chez Lazare Frey et compagnie. J'ai créé des entreprises. J'en ai vendu certaines. J'en ai fermé d'autres en France et à l'étranger. Ça m'a amené à être membre du comité exécutif du Stade de France. Donc j'étais dans la direction générale. Et après avoir été consultant, c'est-à-dire que j'ai fait une mission de stratégie pour eux, j'étais le directeur de la mission, et alors l'anecdote est assez drôle, hein. Un vendredi, le directeur général délégué, donc quelqu'un de Bouygues, puisque le consortium Stade de France appartient à Bouygues-Vinci, le Stade de France appartient à l'État, mais pas le consortium qui l'exploite, et me demande si on pourrait déjeuner le lundi suivant, et le lundi on déjeune, et il me dit voilà... les administrateurs, suite à la présentation de la stratégie que tu as fait, soient très recrutés pour que tu mettes en place une partie de cette stratégie. À ce moment-là, je fais du conseil en stratégie dans un cabinet et je me suis entendu avec le cabinet en question pour sur une période de 3 mois, quitter les missions sur lesquelles j'étais et me lancer à plein dans l'aventure du Stade de France, puisqu'il y avait des échéances quasiment immédiates. Échéances qui nous ont fait gagner en Afrique du Sud un important contrat, puisqu'on s'est occupé des stades pendant la Coupe du Monde en 2010. Donc j'ai passé à peu près la moitié de ma vie en Afrique du Sud. Je suis tombé complètement amoureux de ce pays. Je suis devenu très ami avec quelqu'un qui s'appelle Morné Duplessis. Donc ceux qui font du rugby
peut-être connaissent son nom parce que c'est une légende. Il était capitaine de l'équipe des Springboks. Ensuite, il a été le coach de l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde en Afrique du Sud après que Nelson Mandela a été libéré. Puis, il a été président du comité d'organisation pour la région du Cap de la Coupe du Monde. Et on est devenus très amis. J'ai été invité au mariage de ses enfants. Et je suis parrain d'une de ces petites filles. Et d'ailleurs, j'ai la chance d'être parrain de pas mal d'enfants d'amis. Pas forcément un très bon parrain, mais je pense beaucoup. Je sais qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi si jamais je devais jouer ce rôle de parrain et donc m'occuper de leurs enfants. J'ai également été en Pologne, et c'était pour l'Euro en Pologne-Ukraine. Et pareil, mon interlocuteur, c'était Jerzy Szczeciewski, qui était l'ancien ministre des Sports polonais, qui avait ouvert une grosse boîte de relations publiques, et qui, à l'époque, il était ministre des Sports, mais ensuite il avait ouvert cette boîte, et qui est devenu un ami et un associé, en fait, quand j'ai créé ma galerie d'art 55 Bellechasse, dont je reparlerai. Et d'ailleurs, quand j'ai créé cette galerie, je me rappelle, j'avais fait une stratégie de la galerie d'art de mes rêves, et j'avais envoyé cette stratégie par email à une quinzaine de personnes, amis que j'avais croisés dans ma carrière, amis ou relations, mais où je me disais, tiens, ça pourrait être un peu comme un espèce de club, on va ensemble se battre pour promouvoir des artistes, et en particulier une artiste qui avait été un peu le déclencheur, et je vous donne son nom et je vous invite à la découvrir. Elle s'appelle Niloufar Banisadr, c'est une photographe iranienne, et donc avec ses amis, et je me rappelle, j'étais dans un club de sport, et je reçois un certain nombre de SMS, parce que j'avais fait ça dans la nuit d'un vendredi à un samedi, la stratégie, donc c'était quelques pages qui racontaient ce que ça pouvait devenir, et ce que j'attendais d'eux. Et dans la matinée, je recevais des SMS, ok, on va se joindre à l'aventure, ok, on va se joindre à l'aventure. Voilà, c'est une aventure qui a commencé en fin 2012, mais véritablement début 2013, et qui est toujours vivante, qui s'est développée partout dans le monde, donc en France, Suisse, États-Unis, mais que j'ai décidé de mettre plutôt en hibernation au moment du Covid, pour énormément de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer ce soir, puisque ça fait déjà 33 minutes qu'on est ensemble. Voilà, donc ces personnes m'ont fait confiance, et vraiment, en tout cas, je les remercie, parce que c'est toujours important d'avoir des petits coups de pouce quand on se lance dans l'aventure. Et de la même manière qu'aujourd'hui, je me lance dans cette aventure des médias, et je sais que je peux compter sur beaucoup des mêmes, et sur des coups de pouce de nouvelles personnes que j'ai croisées depuis. Voilà, 10 ans à sillonner le monde, à rencontrer des collectionneurs, à rencontrer des artistes, à gravir les échelons du monde particulier de l'art contemporain. Ainsi, on a réussi assez rapidement à rejoindre Art Paris, Photo London, Art Istanbul, Cos Moscou, Art Miami, Art Seattle, Art New York. On a même créé une foire, Frame. On avait fait également Art Chicago, enfin je ne vais pas vous citer, Art Cologne, etc. Qui s'est lancé en Suisse et aux États-Unis avec succès. Donc, comme je disais, le Covid est passé par là, donc la décision de mettre cette galerie en hibernation, et tout ça a été conjointement. Alors pendant le Covid, on a essayé à chaque fois de se relancer, mais je vous rappelle que l'art n'était pas considéré comme un secteur prioritaire, que c'était compliqué d'accueillir dans une galerie, que moi j'avais fait le choix de ne pas être vacciné pour plein de raisons personnelles, sur lesquelles qui
qui m'engage moi personnellement, et je n'avais pas du tout non plus envie que mes enfants soient vaccinés, donc j'ai exprimé ça avec leur maman, avec plus ou moins de succès. Donc j'ai mis la galerie en hibernation, d'autant qu'il y avait d'importants travaux, puisqu'on avait changé, on était dans un espace magique au coin de la rue de Bellechasse et de la rue Vanneau, qui était l'ancien showroom de Christian Liègre, donc une très grande, superbe galerie, mais avec un gros problème dans l'immeuble de structuration, vieil immeuble 18e, et les propriétaires de la galerie attendaient depuis pas mal de temps de commencer des travaux qui n'en finissent plus. Donc hibernation, qui ne m'empêche pas de continuer à être complètement passionné par ce domaine. Et il y aura un retour que je prépare avec beaucoup de passion. Autant je suis rentré en hibernation très calme, très serein. Voilà. Et en plus, il y a toujours des circonstances exogènes. Hein. C'est-à-dire que véritablement, quand vous travaillez énormément, quand vous voyagez partout dans le monde, que vous essayez tous les jours de faire mieux, d'être plus impliqué, etc., vous continuez à vous intéresser tout le temps à l'actualité, à la politique, etc. Moi, j'avais écrit au moment de la Seconde Guerre en Irak par les Américains, après le September 11, avec un copain, un livre qui s'appelle La Table Rouge, et qui racontait un peu ce qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on avait dit voilà comment les choses vont évoluer dans un livre, et c'était un livre où il y avait 3 jeunes hommes qui avaient des parcours de vie complètement différents, et qui allaient devenir des stratèges extrêmement importants pour leur pays par rapport à cette espèce de guerre hybride mondiale. Et donc les 3 pays, c'était évidemment les États-Unis, la Russie et la Chine. Mais il y avait d'autres héros, au Pakistan, en Iran, etc. C'était un livre assez compliqué, et on avait appelé ça la table rouge, parce que c'était une table sur laquelle il y avait un jeu d'échecs, et qui était un des endroits assez symboliques, parce que finalement ces conseils en stratégie se connaissaient ou avaient appris à identifier l'existence de l'autre, et ils avaient en parallèle de cette espèce de guerre hybride totale dont je parle, ils jouaient au jeu ensemble, en fait. Hein. Et voilà, le livre n'est jamais paru. Il a eu un destin, ce livre, assez étonnant. Et donc, on a toujours avec cet ami le projet de finir de le réécrire, mais ça reste un très bon souvenir. Alors pourquoi aussi l'art? Je vous le disais tout à l'heure, l'art média. Et donc quand il y a eu cette vraie période du Covid, cette espèce de grande respiration dans nos vies à tous, c'est-à-dire un moment où, étonnamment, on s'est retrouvés confinés. Donc c'était quelque chose de terrible, mais c'était pour ceux qui étaient véritablement, qui ont eu la chance, entre guillemets, ou la malchance, parce que selon le cadre de vie, je pense que ça pouvait être absolument horrible de vivre dans un petit espace serré, etc. Donc moi j'avais encore une fois beaucoup de chance, mais ça a permis de me poser plein de questions sur cette espèce de fuite en avant, et donc je me suis de plus en plus reposé la question de mon rôle, de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais apporter, de la manière avec laquelle je pouvais m'investir dans le monde dans lequel on vit. Et donc, à l'époque, j'étais surtout sur Facebook. Hein. Donc, j'écrivais des longues notes sur Facebook. Hein. Pas des choses très polémiques. Parfois, j'essayais d'écrire ça un peu comme une blague, ou comme un poème, ou
ou de façon détournée, justement, un peu comme le roman dont je vous parlais, La Table Rouge, en expliquant ce qui était en train de se passer, etc. Mais j'avais un compte fermé, parce que je n'avais pas du tout envie d'être un personnage public pour plein de raisons. Je n'avais pas envie qu'on voit mon visage, à part mes amis avec qui j'ai changé complètement. Parce que pour avoir tellement vécu au milieu d'hommes politiques, au milieu de personnages politiques importants, je savais à quel point c'est un monde cruel dans lequel les personnes avec qui vous devriez être les plus proches sont souvent vos pires ennemis, et ceux avec lesquels vous devez être ennemis sont, quoi qu'il arrive, vos ennemis. Et donc, en réalité, vous avez assez peu d'amis, assez peu de personnes sur lesquelles compter, au contraire votre famille, mais beaucoup de risques, hein, et pas tellement de satisfaction. Sauf qu'on est à un moment, je pense, dans l'histoire de l'humanité, qui est un moment clé. On voit, je l'évoquais, tout ce qui se passe dans le domaine des religions, toutes les interrogations qu'on peut avoir sur, je pourrais citer un peu pêle-mêle, mais les chrétiens d'Orient, les Palestiniens, les Ouïghours ou non, et encore une fois, je cite les noms parce que c'est des sujets qui sont polémiques, et en fait, j'ai pas de réponse par rapport à ces questions. Mais je sais qu'il y a des vraies questions. Il y a des vraies questions comme au Yémen, comme il y a eu des questions en Tchétchénie, comme il y a énormément de questions aujourd'hui en Ukraine sur une résurgence du nazisme, de prisonniers de guerre qui sont exécutés, de tatouages, comme il y a une résurgence de plus en plus forte de personnes qui vouent un culte très important au diable. Et il y a tellement d'autres questions extrêmement perturbantes dans notre monde sur tout ce qui vient de se passer avec ces injections et cette espèce de folie complète du monde qu'on explique très bien. Mais comment se fait-il qu'il y ait eu des commandes bien avant la crise de milliards de flacons par shot pour des vaccins qui allaient devoir être à des températures très faibles? Comment se fait-il que tous ces passeports vaccinaux, toutes ces choses, entre guillemets, on est dans une espèce de dynamique qui est de plus en plus inquiétante. Je ne vais pas faire la liste de tout ce qui est inquiétant, mais ça l'est vraiment fondamentalement. Vous vous rappelez tous du Freedom Convoy au Canada, et les gens qui osaient aider les camionneurs pour lequel le mouvement commençait à durer, et dans le monde entier, on espérait que finalement le gouvernement allait écouter les revendications. Mais non, ils ont attaqué là où ça fait mal. Hein. Plus d'essence, pas un froid de canard, hein. Plus d'argent, mais également le risque de plus avoir d'argent pour les gens qui les aidaient. Le Canada, vous imaginez, ce pays dans lequel tellement de personnes rêvent d'aller. C'est un pays magique, le Canada, mais qui manifestement a un Premier ministre qui se maintient en place et qui est extraordinairement étonnant dans les choix qui sont faits, comme en Nouvelle-Zélande, comme en Australie, comme en France. France, un pays qui, maintenant on doit être 515 jours après le début de la suspension, n'a toujours pas reconnu à quel point on s'était trompé. On s'était trompé sur l'efficacité du vaccin. On s'était trompé sur la légalité d'imposer à un employé de prendre un produit qui était encore en test, même s'il y avait eu des autorisations exceptionnelles. Autorisations exceptionnelles qui, je le rappelle, avaient été données parce que le vaccin était censé être le seul traitement possible. Alors qu'on se rappelle tous de ce médecin new-yorkais qui est mort en Floride après avoir été un des conseils de Santis, et qui assez vite avait proposé une solution médicamenteuse qui semblait donner des preuves. Et puis je rappelle également que partout dans le monde, il y a eu des choix vaccinaux stratégiques assez différents, et que finalement, les pays qui s'en sortent le mieux aujourd'hui
ne sont pas les pays qui ont le plus injecté. Tout ça est très polémique. Je pense qu'on va commencer à y voir plus clair, je l'espère en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui travaillent partout dans le monde, et y compris énormément aux États-Unis. Ce qui est toujours fascinant avec les États-Unis, c'est que de chez eux peut arriver le pire, mais également le meilleur. Et on voit c'est la même chose avec les réseaux sociaux et la censure, puisque un par un, peut-être inquiété par ce qui est en train de se passer, même Facebook a remis en ligne le compte de Donald Trump, qui, je vous rappelle, était président en exercice, et il avait été interdit de tous les comptes. On avait transformé le 6 janvier en insurrection, alors que réellement, les images, les faits, et sans doute la vérité, quand elle sera connue, sera vraisemblablement extrêmement différente de l'histoire qui était racontée dans les médias. Mais je vous rappelle que les médias ont toujours cette même stratégie. Pas les médias d'ailleurs, les gens qui dictent aux médias la manière avec laquelle agir, c'est dire on va se précipiter avec une doxa, avec une espèce de religion, avec un message très très fort, on va tellement le répéter qu'il va devenir la vérité, et après, tous les gens qui iront contre cette vérité, soit on les censurera, soit on les shadowbannera, soit on les humiliera, comme ça a été fait avec Montagnier, qui était traité de gâteux, qui était traité de tous les noms, dont on a essayé de sortir toutes les choses qu'il avait pu dire dans sa carrière. Et forcément, dans une longue carrière, on peut avoir eu la langue qui fauche, on peut avoir eu des idées extrêmement originales. Mais c'est génial pour un scientifique d'avoir des idées originales. Je signale que la science, c'est aussi ça, c'est de sortir de la boîte et de penser à des choses parfois complètement absurdes, mais qui vont vous permettre de découvrir des choses qui deviendront la nouvelle réalité. Et c'est important ça. Si vous pouviez, si on pouvait en parler avec Nikola Tesla, avec Einstein, voire même avec Elon Musk, hein, je pense qu'on serait fasciné. Mais à l'inverse, il y a un certain nombre de personnes qui font véritablement ce qu'on pourrait appeler de la science sans conscience, de la recherche sans conscience. Et ça me permet d'insister sur une de mes inquiétudes les plus fondamentales, qui est le fait que de plus en plus, l'homme se prend pour Dieu. On se prend pour Dieu en essayant de toucher à l'essence de qui on est, donc à notre ADN. On se prend pour Dieu en apprenant à avoir une connaissance si fine de la psychologie humaine. Alors on peut revenir sur les expériences de Milgram, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, on arrive à une connaissance encore plus fine. On sait bien avec TikTok qui fonctionne quasiment comme une drogue, mais une drogue qui s'adapte à chaque individu pour vous laisser rester de plus en plus longtemps. C'est pour ça d'ailleurs que les Chinois interdisent ça à leurs enfants, et y compris les jeux vidéo, etc. Parce qu'on est en train de détruire une génération. Et l'intelligence est derrière, l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle à laquelle une société dans laquelle Microsoft, le groupe qui avait été cofondé par Bill Gates, est en train d'investir des milliards dans cette société qui s'appelle OpenAI, Open Artificial Intelligence, qui a créé un espèce de moteur de recherche, moteur de réponse qui s'appelle ChatGPT. Et j'en parlerai bientôt, puisque j'ai été invité par un média pour m'exprimer, donc je ne vais pas déflorer le sujet, mais l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'important. Les religions également, et leur dévoiement, mais aussi parfois l'instrumentalisation cachée. Je vous parlais d'un livre que j'ai lu et qui m'a fasciné, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses, et que je connaissais, mais évidemment quand vous lisez, et ça de façon un peu romancée, c'est toujours captivant, qui s'appelle Rémora. Rémora, comme une rémora avec un S, et écrit par MIA, Missing in Action. C'est d'anciens agents secrets en fait. Et c'est passionnant. Passionnant pour voir comment il est assez facile pour des États, pour des organisations à l'intérieur d'États, d'identifier des personnes solitaires, des personnes en mal de rôle dans la société, et les transformer en terroristes. Parfois, ceux qui animent les terroristes sont ceux qui vont en profiter.
et pas ceux qui seront montrés du doigt comme étant soi-disant les coupables. Enfin, de toute façon, tout ça, ça fonctionne en famille, en fait. C'est comme la lumière. La lumière, elle existe que parce qu'il y a l'ombre. Le bien, il existe parce que le mal, ou alors plutôt le mal existe par absence de bien. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. Donc voilà, j'ai vraiment décidé de me lancer dans l'aventure des médias. Donc c'est pour vous dire ce que je vais faire. Donc évidemment, je compte relancer ma galerie d'art, mais peut-être y consacrer mon temps différemment pour libérer plus de temps à cette activité médiatique, également peut-être à un engagement politique. Je ne sais pas de quelle nature, j'ai un certain nombre de personnes avec qui j'en parle. Évidemment, je voudrais que les choses soient concrètes, même si, comme je disais, c'est un milieu qui m'effraie, un milieu qui me déçoit considérablement, mais ça reste le milieu dans lequel on peut agir, dans lequel on a des leviers d'action, et comme l'ont d'ailleurs les grands médias, mais qui sont très liés, beaucoup plus liés qu'on imagine au monde politique, de façon directe ou indirecte. Également, évidemment, dans tout ce que je vais faire, je vais penser à ma famille et à mes proches. Et donc je suis à la fois extrêmement optimiste, parce que c'est ma nature, et extrêmement optimiste parce que je suis un analyste froid du monde dans lequel on vit. Donc comme je le fais souvent, je répète, faites des provisions, dites je t'aime aux personnes que vous aimez, et essayez de vivre vraiment en adéquation avec vous-même, et de vous rappeler ce qui va être ma conclusion pour ce soir, c'est que le monde de demain, il sera le fruit de nos actions d'aujourd'hui. Les actions d'hier, elles ont eu lieu. On ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas changer le passé. On peut apprendre du passé, mais on ne peut pas le changer. En revanche, le présent, il est ici et maintenant. Et le futur, il est à écrire. Et donc, moi, je vous invite petit à petit à essayer de travailler ensemble, tous ensemble, unis, pour écrire un futur cohérent avec l'intérêt de l'humanité. Et quand je dis l'intérêt de l'humanité, je parle de l'intérêt d'une certaine notion de ce qu'est une famille, des parents, des enfants, et quitte à choquer, plutôt des parents, hommes et femmes. Parce que je pense que la Terre a besoin d'enfants, elle a besoin d'amour. Et je ne dis pas qu'un couple non homme-femme ne peut pas donner d'amour. Au contraire, je suis certain qu'ils peuvent donner de l'amour. Mais je pense qu'il faut beaucoup plus encourager les familles à avoir des enfants, à les élever, leur donner les moyens d'être heureux. On parle beaucoup de la retraite en ce moment, et je me suis évidemment posé la question. Je me suis demandé quel était mon avis sur la retraite, peu importe, que je pense que demain sera extrêmement difficile ou extrêmement facile, ou peu importe, vous l'entendrez dans mes différentes capsules. Je pense que ce qu'on oublie de dire concernant la retraite, c'est que le travail, c'est qu'une petite partie de la vie. Et donc, effectivement, la pénibilité du travail, ça compte. Et je dis, ça compte énormément. Mais la pénibilité de la vie, ça compte encore plus. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas du tout un travail pénible, mais qui, pour accéder à leur travail, peuvent avoir un très long trajet en transport en commun ou en voiture, très difficile, qui peuvent avoir un petit salaire, donc qui n'ont pas les moyens de se payer des loisirs, un cadre de vie sympathique, un cadre de vie confortable, un cadre de vie silencieux, pas brillant, sécurisant,
de donner des cours particuliers à leurs enfants, de leur offrir des vacances, ou simplement de bien se nourrir. Je ferai une capsule sur la malbouffe. Je ferai tous ces sujets, vraiment ça va m'intéresser de les traiter, parce que ce sont des sujets importants et qui touchent beaucoup plus finement qu'on l'imagine les conditions d'accès à la retraite et la condition de vie, tout simplement. Donc voilà, donc je veux vous dire merci pour ceux qui sont arrivés jusque-là dans la vidéo. Je ne pensais pas du tout faire une vidéo aussi longue. J'ai fait aucune coupure, je ferai aucun montage. Voilà, j'avais juste pris quelques notes pour essayer de ne pas partir dans tous les sens et de vous dire un certain nombre de choses qui me paraissaient importantes. Donc, je vous invite à lire, je vous invite à parler, à sortir, à vous unir, à vous renforcer et à dire non quand vous pensez non et à répéter non si vous continuez à penser non. Mais bien sûr, oui également. À bientôt, merci.